Ici Christophe Magius, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. 5 secondes. Ouais, pas facile ce matin. Mon nom est Hanson GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier de Marlet Man, The Marletator, World Badmouth Champion. Eh, bye bye. J'oublie-tu quelque chose? Et comme dirait mon déneigeur, Roger. C'est ça son vrai nom? Je sais pas, moi. Ouais, donc, tu t'en vas dire des niaiseries de même. C'est pas lui qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Ah, je cherche le mot, là. Je suis rendu quoi? Pas morbide, là, c'est quoi? T'es obèse morbide. T'es pas obèse morbide. Tout simplement obèse, mesdames, messieurs. T'as oublié amnésie, mesdames, messieurs, Marc? Ben, je sais. Je suis amnésique. Hey, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hey, ça part fort, le podcast aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, passons au segment le plus populaire des ondes. Segment Bonnie. Les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. C'est une des dernières fois qu'on a cette intro-là là, pour ce segment-là. Ah oui, du nouveau? Ouais, je te donne le thème du nouveau que je travaille avec David. David Jouan. Le Don Juan des pauvres! Bravo, Marc! Tu as eu la rime! David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, hey, là, je l'ai échappé, celle-là. Mais ma rime. T'as-tu besoin de rime? Non? Pourquoi tu me demandes ça? Hey, boy, il scrape les classiques aujourd'hui. Incroyable. Donc, Marc, parle-nous pas de ton entraînement, coup parti. Mais je m'en allais te dire quelque chose sur l'introduction. Quand je viens de te dire quelque chose qui a rapport avec David, tu pars sur cette affaire-là, puis je me souviens plus pourquoi je voulais t'en parler. Hey, 15 secondes, t'oublies. Après 15 secondes, mémoire, à court terme, tout est zéro. Zéro. Zéro quoi? La chanson de Julie Mars, c'est zéro, c'est zéro. Hey, parlant de chansons québécoises, oui. À un moment donné, Liam, on est dans l'entrepôt, Liam, mon fils, ben oui. et il me dit comment ça va? Moi, je lui demande comment ça va. Il me dit ça va bien. Il faut que je te fasse découvrir la chanson Ça va bien de. Comment elle s'appelle? Kathleen. Fait qu'il me regardait, il écoutait ça, il me regardait en voulant dire OK, pas là. C'est assez. J'ai commencé ma journée de même avec lui. Wow, hey, ça doit être le fun, vos journées à l'entrepôt avec tes fils. Ça va bien. Même quand il pleut, le soleil me tend la main. Ça va bien. Ah, on s'en va pas là-dessus. C'est fou comment tu connais les classiques quétaines québécois. Je connais 2 phrases de chaque chanson. Je connais rien du reste. C'est l'amnésie, ça marque. C'est contagieux. Je pense qu'on a parti quelque chose de grave. Là. Tout le monde est amnésique autour de moi. Et la pire chose qu'on a commencé, c'est le fameux écoute. De là sera le thème de l'introduction de la nouvelle chronique. Des nouvelles à Blondin. Au lieu des nouvelles à Blondin, ça va s'appeler Écoute.
j'écoute. On va chercher des écoutes de tout le monde, puis ça va finir en disant « Écoute les nouvelles à Blondin! » Wow! Hey, j'ai hâte d'entendre ça. Ça va être vraiment bon. Écoute, alors, Marc, parle-nous de l'entraînement. Comment ça va? ça va bien. Ça va bien. Hey, Même quand il pleut, le soleil qui me tend la main. Hey, tu t'en es rappelé? Bravo. Oui, mais j'ai pas l'air. Non, pas Mais j'ai pas l'air non plus d'un gars qui s'entraîne pas. Jeu de mots ici. Je suis content parce que je vous ai parlé la semaine passée que j'avais eu une semaine difficile au restaurant et au budget. Et j'ai monté à 197. Oh! Et là, je me suis dit, aïe aïe, je veux pas retomber aïe dans aïe! Tu me fais mal! Mon cœur d'animal! Aïe aïe! Tu me fais mal! À mon cœur d'animal! L'immigré de l'intérieur! Ça va avoir 2 heures de podcast cette semaine. Et on n'aura pas le temps. Et finalement, on enregistre vendredi matin à l'aube d'une autre tempête. Et j'ai redescendu à 193. Très Bravo, content. Marc. Et la grosse différence, c'est l'entraînement tous les jours, mais de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Quand je bois mon eau, 3 fois ça ou 4 fois ça par jour, c'est effrayant la différence. Si je ne la bois pas, je le vois sa balance. Bon, tu commences à connaître ton corps, les secrets, hein, Marc? Les secrets de l'entraînement. Donc, ça va bien. Fier de toi. Ouais. Passons tout de suite au deuxième sujet parce que là, le temps file. Ouais, vas-y. Ansem, je me disais, tu sais, les gens qui nous écoutent vont me dire, ouais, c'est tout le temps la même affaire qui parle, mais c'est justement, c'est une question de, cherche le terme, tu vas me le dire. La constance. Marc, la constance. Et ça me rappelle une fille de Valleyfield qui s'appelait Constance. Non, pas vrai. Mais c'est ça, c'est la constance. Donc, je vous en parle à chaque semaine, puis moi, ça m'aide à garder le focus. Que j'avais presque échappé pendant une semaine, puis j'ai rattrapé. Ouais. Alors, bravo. voilà. Alors, bravo, Marc. On passe tout de suite à un autre point des nouvelles à Blondin. Les vacances de David. T'as-tu vu ça passer? Ben oui, le George Animal Steel des pauvres. Là, tu as aimé celle-là? C'est malade, ça. Il y a du poil sur le torse, mon ami. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est notre ami David Jouan qui est en vacances. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. David Jouan, Don Juan. C'est une rime. Hey, parlant de rime, j'en ai besoin de ma Mustang. Ah ouais, t'as-tu été voir Pneu et Mag Côte-Saint-Louis? Ouais, m'ont dit de repasser au printemps. Ben, tu repasseras au printemps, Marc. Ben, ça, tu t'en vas avec ça. Ben, ça dépend. Si c'est une bonne qualité de mag, je peux aller loin avec la Mustang. Oui, c'est à la côte est américaine, au chalet de Gilbert Delorme. Pourquoi pas Bécomo? Oh, peut-être aller voir Alex Morin. Alex Morin. Morin, oui. Hey, t'es langue sale. Hey, on s'en allait où avec ça? David Jouan qui s'est pris en photo dans son spa et il a une toison. C'est un spa à une ferme. Fait que lui, il est loin de ferme, là. Puis la fenêtre de sa chambre, là, ou ses quartiers, donnait sur les veaux. Quelle belle vue! Et là, il m'avait promis de faire une vidéo alors qu'il allait traire un bœuf. Il l'a pas fait? Non. Ça a l'air qu'eux autres, c'est juste les vaches. Ils ne traient pas les bœufs. Hey, tu t'en vas là un matin, Marc. Hey, ça, c'est du podcast de haut niveau. Là. Je pourrais te montrer les échanges il me l'avait promis. Mais heureusement que Kylian était là pour rehausser et les son épouse. Oui, puis on magasiné. Puis ça, il fait du bien à David. Ben oui, il mérite, là, avec tout ce que tu lui fais endurer avec le podcast. Oui, puis des fois, il mérite aussi, mais dans le sens que quand il part en vacances... Tu mets de longue gamme, t'es correct. Ouais. Non, mais tu sais, il est irritable. Oui. Je pensais que tu trouvais irritant. Mais, hey Marc, on passe au prochain sujet parce que là, on l'échappe complètement ce matin. Des nouvelles figurines. T'en as des nouvelles encore? Oui! Et puis là, j'ai compté, je suis rendu à 223 figurines dans mon bureau. Incroyable! Et j'ai Bryan Danielson. Oui. OK.
Et j'ai eu Chris Jericho. Oh, ouais, Ceux belle, qui sont celle-là. sur YouTube. Ben, de proche, pas vraiment. Il y a pas. Je trouve que le visage, il y a de l'air très jeune là-dessus. C'est une. OK. Je sais pas comment il l'appelle, Corazon de Leon. Je sais pas Ouais, c'est mais quoi c'est quand il a lutté au Mexique. C'est Lionheart, Chris Jericho, à ses débuts, ça. Ah, ben c'est pour ça qu'il y a de la jeune d'abord. Avant son entrée à WCW, lutter sur la scène indépendante, et Lionheart, Chris Jericho, donc ça doit être la traduction espagnole. T'es tellement culturé. Je suis pas Et pire. c'est la blonde à Cédric qui m'a amené ça, 4 US chaque. Wow! Une bonne Tout magasineuse. Ah oui. Le temps que Cédric t'au course, elle la magasinait. Je vais te dire, le temps que Cédric sort avec, aussi bien en profiter, mais on n'ira pas là. Ben non, pourquoi tu dis ça? Je sais pas, je sais pas. Hey, Marc! Et Oui, j'en ai acheté 4 autres que je n'ai pas reçus. Santino Marella avec le bas, avec le Cobra. Et 2 Sting, 2 petits Sting pour ajouter à ma collection de Sting. 14 Sting. Et une de Bret Hart pour mettre dans ma valise pour l'Europe. Une petite Bret Hart. Pourquoi dans ta valise pour l'Europe? Pour amener à David Jouan, le Casanova des pauvres! Tu donnes ça à David? Ben, c'était un maniaque de Bret Hart. T'aurais pu faire une surprise puis pas le dire sur le podcast? Ben, il n'écoute pas le podcast, lui. Premièrement, il ne comprend pas notre accent. Ah, mais... Il est parti traire un bœuf. Marc, tu t'es mis à l'écoute de 2 nouveaux podcasts et tu m'en as pas parlé. Lesquels? Oh, ben là, je t'en parle. On a eu 3 invités depuis. Ben, il y en a un qui sera là la semaine prochaine. On en a eu 2. On a eu JC David et Martin Godette qui sera la semaine. Ben, qui est cette semaine d'ailleurs. Du Carré-Rond. Et on a eu le gars de Pratt et Whitney, Jonathan Pratt, du Let's Talk. Très francophone comme nom de podcast en français. Oui. Toi, t'aimes ça? J'aime ça, oui. Et j'ai bien aimé le Carré rond. Let's Talk, je l'ai écouté hier en m'entraînant. C'est un petit peu plus difficile. Je trouve ça long un peu. Mais je vais donner une chance au gars, je vais le réécouter. Mais qui suis-je, moi, pour parler de longueur quand on en fait sur tellement de niaiseries? Tellement de longueur, tu mesures 5 et 2. Tu n'es pas placé pour planter personne. Exact. Mais là, je suis assis, mes jambes ne touchent pas à terre. Je sais, avec des petites pattes courtes. Et tu as été invité sur le Carré rond sur leur podcast. Oui, on a fait l'enregistrement jeudi soir dernier. C'était drôle parce que les 3 qui étaient là, Steve Hayes, Steve Sauvé, JC David et Martin Godet, m'ont posé des questions. Toutes les réponses sont dans mon livre. Mais comme c'est 3 cheap, ils préfèrent me poser des questions que d'acheter le livre. Tu sais, mais j'ai répondu pour on a eu du plaisir. Tout ça en sirotant un Chianti chez moi. Oh, wow! Le gars se paye la traite. Alors, Marc, je continue là, le feu roulant des nouvelles à Blondin qui vont prendre 2h30 aujourd'hui. Les voyages qui s'en viennent. On a notre voyage à LA qui s'en vient le 27 avril prochain. Et tu as ton voyage et là, c'est réglé avec Jean-François Kelly, la légende vivante. Oui! On a pris 3 heures ensemble cette semaine. Billets d'avion sont réservés. L'auto avec Turo à San Francisco, hey, ça rime ça, mon coco, c'est réservé. L'auto à Los Angeles, c'est réservé. J'ai envoyé un courriel à Sébastien de TNA pour l'hôtel. Il n'est pas rendu là, mais il voit qu'on est d'avance. Et, on a réservé notre tour, le VIP Tour à Alcatraz, c'est réservé. Wow. On a nos billets pour aller voir les Brewers de Milwaukee contre les Giants à San Francisco. On a réservé notre hôtel, un Motel 6, pas loin de la mer, en tout cas, ou de l'eau. Je pense que c'est la mer qui est là, parce que le père est parti travailler. Mais c'est pas mal tout organisé. Je suis content. Puis là, il reste toi à nous envoyer ta liste. Oui. De ce que tu veux faire à LA. Et ce voyage-là, l'avion entre San Francisco et LA, on arrive à LA 3h30 avant toi. On ramasse l'auto, on va déjeuner non loin de l'aéroport où ça coûtera moins cher que la location de char si on déjeune à l'aéroport. Oui, et on vient te rechercher avant de checker in à l'hôtel et partir à la découverte
de Hollywood, du Rodeo Drive et de tout ce qu'il y a à Los Angeles. Ouais, ça va être le fun, ça. J'ai très, 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 très hâte. Je vous envoie tous mes trucs que je vais aller voir. Vous savez que je suis un maniaque de où tel film a été filmé avec les scènes. J'ai hâte de voir ça. Comme on l'a fait à Dallas pour Robocop. Ouais. Donc, j'en ai sorti une coupe. Je vais vous envoyer ça aujourd'hui. On va pouvoir en parler aux auditeurs. Là. Plus on va avancer vers le voyage. Tu viens nous parler de ton voyage en Europe rapidement, Marc? Oui. Pourquoi rapidement? Parce que là, on finira plus. Là. Ça va être 4 heures de podcast. Hey, c'est pas Jean-Marc Parent. Là. On fait pas ça pendant. C'est drôle parce qu'ils m'ont parlé de Jean-Marc Parent hier sur le Carréron. Ils ont dit quoi? C'est drôle que tu en parles. Oui, je leur ai conté des anecdotes de bateau avec Jim Duggan. Ouais. Puis ils ont dit, c'est toi qui a parti ça. Puis après, Jean-Marc Parent, il a eu l'idée de faire des anecdotes de bateau. Puis il a fait bien de l'argent puis bien du monde. Mais c'est grâce à moi, j'étais le premier à partir. Fait que toi, t'es le concept original du bateau, le Splash JMP. Ça aurait pu être le Splash Mr. Fun. Ouais. Mais ça, le Splash Mr. Fun, c'est quand il tombait à l'eau parce qu'il était trop chaud. Ben, maintenant, tu tombes peu à l'eau, tu tombes dans la guitare chez Pierre Gauthier, mais ça, c'est une autre histoire. Hey, en passant, ça a été super le fun, la soirée chez Pierre Gauthier la semaine dernière. Je n'ai pas été invité, là. Ouais. Ça ne donne plus rien de t'inviter. Un samedi soir, quand tu es avec ta famille, un samedi soir à l'Épiphanie. On était à Drummondville ce samedi soir-là, mais vous avez eu du plaisir? Pierre est en forme? Oui, Pierre, tu sais, il me disait, je commence à avoir un peu de misère, ma dextérité des doigts, tu sais, vieillir, rendu à 87, 88, là, depuis que tu l'as vu. Mais lui et son frère Jacques ont donné une performance extraordinaire. Là, on va probablement faire une épluchette de blé d'Inde plus simple que le vin fromage. Mais faut que je t'accorde celle-là parce qu'elle est trop bonne. Vas-y. Je sais que c'est long, là, mais garde. Faites fast forward, puis c'est tout, là. Mais moi, j'avais préparé mes feuilles avec mes fromages. Ils viennent de où? Tu sais, c'est quoi ce fromage-là? Single de Kraft, le Velvita. Non, ben ça, c'est une joke que tout le monde a faite. Là, t'es pas le premier. Et j'avais peut-être 6 pages de... Donc, j'ai commencé à divertir mon groupe. Pierre avait les mêmes... pas les mêmes fromages, mais on était tous les deux dans les fromages doux. Alors, quand c'était à Pierre de faire sa présentation, Pierre a dit, alors qu'il n'y avait pas de feuilles, rien, mais il était prêt, il dit, ça, c'est un fromage doux, et ça, c'est un fromage doux. Les deux viennent de chez Métro, et il est en spécial. C'était sa présentation. Ça a le mérite d'être live, d'être honnête. C'est ça, c'est même qu'on l'aime, Pierre Gauthier. Et en plus, Pierre, il y avait des vins à faire goûter au monde. Alors, il a ramené une bouteille de vin cheap du Mexique qui nous a fait goûter. Fait que, incroyable. Mais on a eu énormément de plaisir. Ça sentait à boucan. On était 4-5 à fumer le cigare dans le garage. Dans le garage? Ben oui, je connais la gamique chez Pierre. Ouais. Fait que non, c'était le fun. Fait que, bon. Et le voyage en Europe, ben, Célian Varini, qui a fait de la TNA en Europe et toutes sortes de... il est encore dans les émissions de combat extrême, etc. Alors, il m'a aidé. Puis là, je prépare vraiment quelle journée je vais aller à Basilique Notre-Dame, Jardin du Luxembourg, Tour Eiffel. Je suis en train de tout je suis pas rendu en Italie, là, mais la France, ça commence à être vraiment les morceaux de puzzle. Et j'ai été invité au lieu de louer une chambre à Paris, d'aller chez mon ami Yann La Liberté, qui était avec nous, Sly, quand on est allé, quand Sly a lutté en Europe et j'étais là avec lui. D'ailleurs, Célian était là avec nous dans le bout. Lui, La Liberté, c'est pas un gars d'Air Transat, là, dans Air France. Air France, je t'approche. Air France. Et puis, il travaille encore pour Air France, puis il demeure à 5 minutes du château de Napoléon, le château Fontainebleau. Ouais. À Fontainebleau, pas à Blainville, là, mais à côté de Paris. Évidemment. Il dit, pourquoi tu t'amènes pas tes valises? Pourquoi tu restes pas ici pendant 3 jours? Tu prends le train, tu t'en vas à Paris, c'est 35 minutes, t'as à paix. Wow! Fait que... c'est bon d'avoir des contacts.
Ouais, fait que ça s'enligne bien. Je suis bien, bien, bien content. Et logiquement, au moment où vous écoutez ça, mon voyage devrait être réservé pour le mois de mars. Fait que pour aller à Punta Cana, pour être capable de goûter aux fruits, aux légumes, aux poissons. C'est débile. Et après, on va manger aux japonais. Tac, 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 tac. Hey, on est revenu à ça. Hein? Faut pas l'oublier, celle-là, c'est bon. Là, Marc, là, on est dans le monde de Monsieur Fun, mais là, on va tomber dans Simmania. Simmania 9, Wallinac, le 10 mai prochain. Ça s'en vient rapidement. Oui, Wallinac. Et d'ailleurs, hier, j'ai reçu de M. Danny O'Brien, qui était venu l'année passée. Il avait pris une table à Wallinac. Il m'a dit, j'en veux une encore. Okay. Alors, il a rajouté une table VIP. Ça va bien. Pas une nouvelle de ton chum, là, Adolphe, là, Max Adolphe. Maxime Adolphe, on va le relancer. Il ne m'a pas donné de nouvelles. Mais je pense qu'il reste 3 ou 4 tables VIP. Les billets devraient être en vente, les billets d'admission générale, le 14 mars. Alors, on est en début mars, là. On doit être le 5-6, là, je ne sais pas trop, là. Mardi... Le 4 mars. Le 4 mars. Alors, dans 10 jours, les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Et ceux qui veulent être dans la section du champion, comme le dit Ansem, il y a 2 chaises et demie de réservées. Oui, à date, ça va bien, je pense, ça. Vous pouvez contacter Max Lemire directement. Ouais, oui. Et il va s'organiser pour avoir des followers. Des fans, Marc. Des fans. OK, des fans, ça se dit bien. Des suiveux en français, followers. C'est pas et beau, parlant de Simmania 9, la semaine prochaine, finalement, je devrais avoir Mike Santana en entrevue pour nous parler de sa carrière et tout ça. Il m'a dit la semaine prochaine. Mais là, ça fait... Ils sont pas faciles, les gars. Ils sont pas faciles, mais... J'ai hâte que tu lui demandes s'il a très hâte de venir affronter Ansem GF. Ouais, j'ai hâte de lui demander aussi. Fait que... voir ce qu'il va dire. J'ai hâte de le voir me planter. Oui, peut-être, sûrement te planter. Non, parce qu'il est face, fait qu'il ne te plantera pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est moi qui vais le planter. Donc, Simmania 9, c'est pas mal réglé. Simmania 10, Sainte-Madeleine, 12 juillet prochain. Pas au camping, sous la magnifique structure. L'imposante structure. Oui, et j'ai mis vers la fin de la semaine dernière l'image de ton combat face à Tommy Dreamer. Et il y a eu beaucoup de réactions et des appels aussi pour des tables VIP, des billets d'admission. On va mettre ça. J'ai écrit, j'ai envoyé ça à Marie-Hélène Demers, la mairesse de Sainte-Madeleine. J'ai dit, allô, on jase après la relâche et avant mes 2 semaines de vacances. Elle dit, superbe, on est prêt. On a déjà quelques commanditaires en tête et au moins 100 billets qui seront vendus en claquant des doigts. Wow! Ça, j'ai trouvé ça cool. Quelqu'un qui veut que ça marche, là. Fait que ça, c'est super. Et je vous avais promis la semaine passée de vous donner un peu de détails de la carte. Oui, vas-y, Marc. Bone Setter, que j'ai toujours aimé, qui n'est pas le clown. Qui n'est pas le petit-fils du bonhomme Setter. Hey, boy. Il va affronter Gorgeous Mike, une vedette locale. Ben oui! Gorgeous Mike qui devient de plus en plus un régulier à Simmania. On aura, et ça va être spécial, Joey Soprano voulait avoir un combat d'Italiens, une équipe d'Italiens. Donc, il a Fred Romeo et Frank Milano. Mais comment ces deux-là peuvent travailler ensemble? Ça a l'air que Joey Soprano va savoir comment. Et eux vont affronter les Blacks québécois qui devraient être Jérémy Prophète ou Brad Alexis ou, là j'oublie l'autre. Carl Jepson, parce que ça se peut que Jérémy Prophète soit le champion Simmania. Oui, alors, on ne sait pas encore. Fait qu'il faut faire attention à ça. J'ai bien hâte de voir ça. Et un arbitre spécial, le combat italien, peut-être Jean l'Italien, ça fitterait, Marc. Est-ce que tu as pris contact avec Jean? Le comédien? Oui. Non. Ah, ça serait bon, ça. Moi, je te donne des idées, Marc. Ben oui, sont bonnes tes idées. Et pour la première fois dans l'histoire de Simmania, un combat intergenre. Oh! Oui. On aura Mélanie Havoc avec Tyler Knox contre Mitch Thompson et Heavy Rocks. Sa blonde. Le couple de... Sont de où, eux autres? Sherbrooke? Granby, je pense.
Là, le couple de Granby. Surfer Mitch que j'ai jamais vu avec une planche de surf. Moi, je l'ai vu. J'en avais fourni une à un moment donné pour TOW. Ah, tu devais être en train de démonter le ring, toi, puis tu l'as pas vu. Non, on devait être parti sur la Rumba avec Sexy Eddie, mais ça, c'est une autre histoire. Le championnat Simmania. Alors, ça sera soit Max Lemire, soit Jérémy Prophète contre Frankie the Mobster. Oh, le retour de Frankie, ça va être bon. Fait que c'est un peu la carte, il reste un combat à définir, mais on est tellement loin du 12. Et l'attraction spéciale de la soirée, Handsome GF contre Tommy Dreamer. Dans un bowling alley combat. Non, ça, on niaise, là, mais... Fait que c'est ça. C'est un peu ça pour Simmania. On avance, j'ai vendu une autre table pour Simmania 11 le 21 septembre, mais la carte, oubliez ça, là, c'est loin, là, c'est loin. Hey, dernière chose que j'ai au menu pour les nouvelles à Blondin, les longues nouvelles à Blondin cette semaine, on a bien du stock. La nouvelle intro, ça va recommencer la semaine prochaine parce qu'on va être à l'épisode 208 la semaine prochaine parce qu'on est 207 cette semaine, c'est ça? Oui, et à la toute fin du podcast d'aujourd'hui, nous allons vous montrer la nouvelle intro qui sera l'intro. Donc, ça sera, je pense que ça ne se dit pas l'extro, là, je pense que ça n'existe pas. Il y a un autre mot que justement Pierre Gauthier me disait que je n'ai jamais retenu. Mais on va terminer le podcast de cette semaine. Okay. Et vraiment, David jouant. Le Casanova des pauvres fait un travail incroyable. Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. David Jouan, Don Juan, c'est une rime. Passons au commanditaire et ensuite, on arrive pour rendre hommage à Woo! Ric Flair. Visitez cet endroit unique en Mauricie qu'est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières. Jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le Casino Le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. On est de retour sur le Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Et la semaine dernière, on a célébré les 76 ans du Nature Boy Ric Flair. Ouais. Qui de mieux pour nous en parler que le professeur, mon cher Handsome? Oui, sans plus tarder, un petit cours d'histoire avec notre professeur maison, Bertrand Hébert. On est content de recevoir le professeur Bertrand Hébert, avec son air sérieux, si vous regardez sur YouTube, on a vu un petit sourire. Alors, Bertrand, en cet hiver qui nous rappelle que nos ancêtres y ont goûté plus que nous, comment tu vas? Ça va. Je me fais des bras pelletés comme tout le monde. Ah, ça paraît pas. Écoute, il faut donner le temps au mois de février de finir. Là. Oui, j'écoute. Bertrand, aujourd'hui, on parle de M. Ric Flair. Et moi, j'ai 3 questions pour toi. Est-ce que je les garde pour la fin ou pour le début? Ben c'est comme tu veux. Là. On a tellement de territoire à courir que si tu veux, on peut commencer par tes questions. OK, j'en ai 3. Est-ce que le Woo est ce qu'il y a de plus populaire dans les Woo, plus ça là, que Woo, face à Brother, face au Oh Yeah et face à d'autres, est-ce que c'est ce qu'il y a de plus large qui dépasse la lutte? Ben, en termes de dépasser la lutte, je ne sais pas si les gens font vraiment des Woo partout. Par contre, à la lutte, dès qu'il y a une chop qui sort, il y a un Woo il y a des Woo qui vont suivre. Là. Donc, c'est vraiment devenu synonyme en ce sens-là. Ric Flair, soit c'est à la carte, pas ça à la carte, dans la fédération, pas dans la fédération. Les chops commencent à rentrer. Ça finit en Woo à quelque part. Donc, c'est vraiment rendu là, une espèce de entre-deux qui va probablement aller au-delà de la vie de Ric Flair en termes quand les gens vont faire des chops, ça va toujours être référencé à Ric Flair. Mais c'est pas quelque chose que Ric Flair a nécessairement commencé lui-même, il est juste devenu le dernier des Mohicans. C'est sa rivalité avec Wahoo McDaniels qui a vraiment lancé les chops. Wahoo McDaniels qui était un expert de la chose et les deux s'amusaient vraiment à s'ouvrir le chest à chaque soir. Il y a la rivalité avec Ronnie Garvin qui va venir aussi dans les années 80 où c'était un peu le même principe. Ric Flair raconte dans son livre
il se graissait de polysporin après chaque combat parce que il s'était ouvert le chest à qui mieux mieux. Puis quand là, tu Mais fais quand ça tu dis pas un ouvert, soir, mais quand tu dis ben, ouvert, la peau ouvre puis ça saigne. aïe, aïe, ah, ouais. À ce point-là. Là. Ich. Donc, et comme tu recommences à tous les soirs, ben, ça guérit pas nécessairement. Ça rouvre la première chop le lendemain, ça rouvre. Là. Donc, c'était. Et force est d'avouer que c'est quelque chose qui est impressionnant à la base parce que justement, tu te dis, oups, ça c'est pour le vrai. C'est sûr que puis tu l'entends. Tu l'entends, tu vois le chest rougir. Bon. Zach est revenu de Toronto. Il a lutté contre Tariq. Tariq, il l'a pas manqué. Là. Il y avait une main détempée dans le chest Ben moi, durant 3 jours. j'ai été victime de chop dans ma vie. Puis c'était pour le fun à Wallinac lors d'un tournage. Je vais demander à David de l'incorporer dans cette entrevue-là. Et c'est Handsome GF qui m'a donné. Handsome, c'est pas le gars le plus gros, là, mais Ouais, tabarouette, ça fait ouais. mal. Je pensais jamais que ça faisait mal de même et que Ouais, ça puis, restait marqué longtemps de même. Ça te fait du bien, mesdames, messieurs? Calice. Hey, il y a différentes façons de donner le chop. Clairement, il a été avec la méthode Ric Flair. On fait aucune protection. Parce que tu sais, t'as chop à main flat, t'as chop à main avec la paume ouverte comme ça, qui va faire du bruit, mais qui fera pas nécessairement aussi mal qu'y aller vraiment avec la main grande ouverte qui va venir frapper. C'est vraiment une question de timing. T'as Mais Ric Flair. t'as les Chinois aussi qui, eux, font le chop suey. Oui, effectivement. Oh, boy. Pas Je capable. savais que ça s'en venait, mais bon, j'ai Pas pas pu capable. l'arrêter. Moi non plus. La taille. OK? Je passais à ça avant de t'envoyer l'invitation. Ça m'était jamais, ça m'a jamais frappé, mais Ric Flair, c'était pas un gars de 6 pieds 4, puis tu regardes, Non. là, il n'y a, a pas la taille, il n'y a pas le physique. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, c'est pas un petit monsieur comparé aux lutteurs d'aujourd'hui. Là. Non, non. Mais à comparer aux euh, lutteurs de de son hier, époque. Ouais, ouais. mais c'était quand même quelqu'un de 6 pieds et quelques à son Ah apogée. oui? Puis c'était quelqu'un qui avait du coffre, qui avait des épaules. Il n'a jamais été un maigrichon. C'était un gars qui s'entraînait, qui avait de la puissance, etc. Puis ensuite, bien, c'est sûr, c'est sa personnalité, puis son personnage plus grand que nature qui est venu compléter le package avec sa lutte. T'sais, Ric Flair, peut-être le gars qui a eu la meilleure année de lutte à la télévision en 89 de toute l'histoire de la lutte, avec match par-dessus match par-dessus match, qui sont des classiques avec Terry Funk et Ricky Steamboat dans cette année-là, dans des événements majeurs. Donc, ça marque l'imaginaire des gens. Tu parles de Ric Flair avec les gens, on va te parler de 89. Parce qu'il y a 3 classiques avec Ricky Steamboat, 2 classiques avec Terry Funk, tous ces matchs auraient pu gagner match de l'année cette année-là. Là. Wow. Fait que c'est... Ensuite, tu sais, quand Ric Flair, ben, ça demeure Ric Flair de cette époque-là, souvent, là, c'est le 80... L'apogée de Ric Flair, c'est 86-93, selon moi. Là. Tu sais, le début de Jim Crockett Promotion qui prend le contrôle à la NWA, puis jusqu'à sa participation, puis son retour, participation à la Royal Rumble, championnat de WWF, puis le retour à la WCW. Selon moi, c'est les années qui ont marqué la carrière d'Eric Flair dans l'imaginaire, parce qu'il n'a jamais égalé ça par la suite, souvent par le booking, souvent par sa propre faute, puis au final par l'âge, mais ça demeure Ric Flair. C'est un peu dommage les dernières années. Je trouve qu'il a fait un peu beaucoup de dommages à sa réputation. Je pense que oui. Dans ce qu'il a fait à l'extérieur. Probablement des choses qu'il faisait dans le temps, mais qui sortaient pas. Qui passait mieux.
Puis, tu sais, aujourd'hui, si tu piques une crise dans un restaurant, effectivement, il y a des caméras dans le restaurant, puis il y a des témoins, puis bon, etc., etc. Et malheureusement, tu sais, c'est quelqu'un que, lorsqu'il est sur le party, pour juste se prendre cette expression-là, qui en met, qui devient encore plus son personnage jusqu'à un certain point. Puis on dirait Ah, qu'avec l'âge avancé, c'est pire. ça me rappelle un mois de janvier où Bertrand Hébert était sur le party. Oui, effectivement. Le personnage avait sorti. Oui, Oh, oui. je vous jure que le personnage avait sorti. Mais j'ai failli te dire tantôt, je souris juste quand ma blonde est là, puis je te ferai remarquer que ma blonde était là. Mais non, non, effectivement, tu sais, c'est beaucoup ça, Ric Flair. Puis dans les dernières années, malheureusement, tu sais, sa dernière run avec All Elite Wrestling était très moyenne. Bon, il voulait tourner méchant contre Sting. Finalement, il voulait juste qu'il soit dans le coin de Sting. Ça n'a jamais donné aucun moment classique de télévision. Euh, c'est un peu ça. Son combat de retraite qu'il a fait en équipe avec son gendre du moment Andrade contre Jeff Jarrett, puis son nom m'échappe, un Black Machismo, c'était correct, mais selon toute vraisemblance, Ric Flair a perdu connaissance une à deux fois durant le match pour le vrai. Ah ouais? Peut-être que c'était pas une bonne idée tant que ça. Je voulais le regarder, puis quand j'ai vu les commentaires, j'ai dit, ah, j'aime mieux pas le regarder. Ben, en fait, je suis content moi-même de ne pas l'avoir vu, mais de ce que j'en comprends, c'était ordinaire. Et comme je dis, il y a toute cette partie-là où sa santé est en danger. Puis Ric Flair revient à la charge depuis ce temps, tu sais, qu'il en voudrait en faire un autre. Puis son gendre, Conrad, parce que Conrad Thompson. Conrad Thompson, c'est le gendre de Ric Flair. Il est marié avec la sœur, la demi-sœur de Charlotte, de son vrai nom Ashley, et là, le vrai nom de la femme de Conrad m'échappe, mais bon, euh, c'est c'est vraiment, clairement, Conrad ne retournera pas là parce que la santé de Rick a été en danger, comme malgré que Rick va toujours. Rick est le cas classique et peut-être le dernier des Mohicans là, aussi, du gars qui veut pas sortir de son personnage puis qui veut pas se sortir de la lutte. Parce que s'il arrête d'être Ric Flair, Richard Flair, il n'existe plus, ça fait longtemps. Ouais. Fait que la seule chose qu'il connaît, c'est d'être Ric Flair. Fait que même qu'il ait 76 ans, bientôt, c'est la seule chose qu'il Ben, connaît, au c'est moment, au d'être moment Ric où Flair. au moment où on passe cette entrevue-là, la semaine passée, il y a eu 76 ans. Fait que, tu sais, au final, c'est ça pareil. C'est qu'il tu sais, il connaît pas autre chose que d'être Ric Flair. Puis, tu sais, moi, j'ai passé 2 jours avec au Comic-Con à Montréal, puis il a été numéro un. Mais ça fait déjà plusieurs années, là. Ça fait Ouais. bon, 6 ans. Euh, et il était numéro un dans ce temps-là. Il a été sur toute la ligne, un gentleman tout le long avec tout le monde, tout le long du temps qu'il était là. Il a été sous contrôle tout le temps. Mais dans les dernières années, force est d'avouer qu'on a eu plus d'histoires un peu bizarres, puis de Ric Flair un peu hors de contrôle on en avait. À l'époque du Comic-Con, il était venu avec sa dernière femme, Wendy Barlow. Elle avait une influence, certes, positive envers Rick pour garder Ric Flair sous contrôle, selon toute OK. vraisemblance. OK. Parle-nous, ta force, c'est vraiment, ben, tu as plusieurs forces, là. Euh, Parle-nous de ses débuts. Ben, ça, c'est intéressant parce que même moi, là, je réalisais en faisant mes petites vérifications puis mes recherches, tu sais, Ric Flair commençait à s'entraîner au Minnesota pour la AWA de Vern Gagne et il va donc faire ses débuts avec la AWA, l'American Wrestling Association, euh, va connaître une carrière ordinaire là, avant de s'en aller vers les territoires de la NWA, Mid-Atlantic, Jim Crockett Promotion, où il va vraiment exploser, surtout en équipe au début. Il va faire équipe, donc, ou avoir été en rivalité avec Wow McDaniel, Jack Mulligan, Greg Valentine. D'ailleurs, il va être champion en équipe avec Greg Valentine. Ils vont battre Dino Bravo et Tiger Conway Jr.
pour le championnat par équipe de Mid-Atlantic. Donc, tu sais, à cette époque-là, on est en 1977, ben, Dino Bravo était dans ces territoires-là aussi. Ces gars-là étaient tous sensiblement à des niveaux similaires. Juste pour vous donner une idée là, de l'historique de ces gars-là pour les amateurs de Dino Bravo de chez nous. Donc, il va par la suite, donc, non seulement faire partie de la NWA et des différents territoires, la WCW, il va aller à la WWF, il va aller à la WWE, si on veut les séparer. Il va être avec TNA Wrestling. Et puis, finalement, récemment, avec All Elite, il a même fait une tasse de thé avec la Ring of Honor comme espèce de figure d'autorité, mais ça va finir un peu en queue de poisson, tout ça, là, question d'argent. Ça, c'est la partie aussi qui est pas toujours rose, là. Il y a plusieurs chicanes avec des promoteurs, des montants d'argent payés en avance, que Ric Flair complète pas ses obligations, puis ça laisse des goûts amers à bien des endroits où Rick va passer parce que un des problèmes d'être Ric Flair 24 heures par jour, 7 jours sur 7 durant des décennies, c'est que Ric Flair dépense sans compter. Et ça, c'est pas une gimmick. Donc, avec les années, il a tout gagné et tout perdu plusieurs fois. Il y a des histoires où il raconte que Vince McMahon lui a avancé de l'argent pour payer ses impôts, qu'il a dû ensuite rembourser en travaillant. Fait que durant ce temps-là, il ne gagne pas le même salaire parce qu'il rembourse l'argent qu'il a déjà eu. Et ça continue. Quand son fils Reed est décédé, Rick était colocataire avec son fils dans un appartement on ne peut plus basic. Le monsieur avait eu des manoirs. Mais c'est sûr que quand tu es rendu à 5 divorces, des enfants dans 2 mariages, ça crée des allocations familiales, puis des paiements, puis etc., etc. Ça crée des complications. Ça s'accumule avec les années. Et ça fait qu'il y a beaucoup de poudre aux yeux dans le personnage de Ric Flair. C'est-à-dire que Ric Flair fait régulièrement des conventions. Il est toujours un des plus populaires, puis un qui attire le plus. Par contre, Ric Flair a toujours projeté l'image d'un millionnaire. Malheureusement, ce n'est pas les lutteurs d'aujourd'hui là, qui sont véritablement des millionnaires. C'est un personnage qui est très spécial. Moi, malheureusement, comme j'en ai parlé tantôt avec Handsome, malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir un lien. Me suis toujours un peu. Les peu de fois que je me suis adressé à lui, je me suis senti comme les Américains dans le temps là, parce qu'on était français, là, il était pas, je dirais pas de mot intimidé, beaucoup trop fort, là, mais tu sais, il se foutait de nous autres, là, tu sais. Ouais. Comme je te dis, je pense que sa personnalité a sûrement évolué puis changé beaucoup selon les années, selon comment s'il était sur un high ou pas un high dans sa carrière, parce que c'est un lutteur qui a souvent été un peu à la merci de ses émotions versus comment il était traité par le booking. Tu sais, j'ai parlé de 89 tantôt. En 89, le boss de la compagnie, qui était Jim Herd, euh, après cette année de fou-là, lui, tout ce qu'il avait dans la tête, c'est de penser que Ric Flair était fini par 1990. Puis il voulait le transformer en personnage, puis l'appeler Spartacus parce que à cause de Ted Turner, il était en possession des droits du film Spartacus, fait qu'il aurait pu avoir un lutteur qui s'appelle Spartacus. Ce que Ric Flair a refusé de faire comme histoire jusqu'à la toute fin, acceptant de se couper les cheveux. Là. L'époque Ric Flair avec la petite coupe champignon, c'est une espèce de médiation entre Spartacus et Ric Flair. Ah ouais. Et ça va occasionner ultimement cette rivalité-là avec le président de la WCW de l'époque, le gars qui va conduire à l'époque PN News, Hammer, puis tous ces gars-là. L'ami de Richard Charland dans notre vidéo, dans la vidéo.
Fait que, tu sais, c'est ce qui va conduire à son départ, tu sais, puis il va partir avec la ceinture parce que là, on tombe dans l'histoire de la ceinture, on en a parlé précédemment quand on a parlé de la NWA puis de la WCW, mais quand il part avec la ceinture, ça fait toute une controverse parce qu'il arrive avec la vraie de vraie ceinture de la WCW, NWA, parce qu'à l'époque, les champions de la NWA mettaient un dépôt de 25 000 pour avoir la ceinture en main puis la promener partout, qu'il récupérait une fois qu'il était plus champion. Et là, Ric Flair a dit, mais moi, je pars avec la ceinture parce que personne ne m'a repayé mon 25 000, moi, là. Oh. Et ça a créé beaucoup de controverses. De là, pourquoi la ceinture va être à la télé de la WWE. Et c'est finalement un ordre de cours qui va arrêter ça, là. C'est là qu'ils vont créer la réplique, puis qu'ultimement, ils vont utiliser le championnat par équipe pour représenter The Real World Championship, parce qu'il va arriver quand même à WWF, pas avec n'importe quel push ou n'importe quel personnage. On va vraiment arriver avec c'est Ric Flair, le meilleur lutteur au monde, le vrai de vrai champion du monde. Okay. Ce qui n'était pas rien pour la WWF de l'époque et quand même le respect que Vince McMahon, Pat Patterson avait envers Ric Flair comme personnage. Il va connaître quand même une montée météorique à cette époque-là qui va sûrement conduire, selon moi, mon Royal Rumble préféré en 92 que Ric Flair va gagner, qui va un peu créer là, cette image-là du Endurance Man ou du gars qui va faire le marathon dans la Rumble, puis qu'en plus, là, il gagne le Rumble en commençant au début. Donc, et ce Royal Rumble-là, j'invite tout le monde toujours à le revoir. Je veux dire, c'est vedette par-dessus vedette par-dessus vedette. C'est pas toutes des vedettes du moment, mais c'est tous des gars qui ont presque des légendes, des Hall of Famers, un par derrière l'autre qui arrivent. T'as pas l'impression que t'as, mettons, Otis qui arrive dans Royal Rumble, puis que c'est sûr qu'il y a un spot de comédie qui s'en vient, puis il s'en va dans pas long. C'est tous des gars que tu dis, ah, ben, peut-être pas là, mais il pourrait gagner. C'est pas un deux de pique. Ouais. Fait que ce Royal Rumble-là est vraiment spécial pour ça. Et c'est vraiment ce qui marque la run de Ric Flair à la WWF. Je veux dire, son entrevue à la fin, là, quand il dit I'm telling you with a tear in my eye, this is the real championship, puis blablabla. Tu sais, vraiment, c'était les vraies émotions de Ric Flair de dire. On disait que j'étais fini dans ma vieille fédération, puis là, je viens ici, puis c'est moi encore le meilleur. Fait que j'étais clairement pas fini, là. Fait que, Ric Flair va raconter que tout au long de sa carrière, il va combattre cette espèce de stigma d'imposteur, à chaque fois que le booking va venir le rabaisser, il va se remettre en doute, puis il va se demander où est-ce qu'il s'en va, puis s'il l'a encore. Parce que je pense qu'on en a parlé, on considère souvent, je me souviens quand j'étais jeune, à 40 ans, on disait qu'un joueur de hockey était fini, à 35 ans, on disait que le joueur de baseball était fini. Donc, souvent, c'était appliqué à la lutte, à tort. Oui. On le sait aujourd'hui, parce que la lutte étant pas un sport pur, tu peux étirer de beaucoup ta carrière parce que justement, ton personnage, lui, il vieillit pas vraiment autre que tes limitations physiques, mais le personnage, le lien que tu entretiens avec le public, lui, ça disparaît pas. Et les promoteurs ont tous été coupables de ça. Je veux dire, Vince McMahon trouvait Hulk Hogan vieux, il est allé faire la NWO, puis il était plus grand que nature. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a changé, mais à l'époque, c'était ça. Donc, Ric Flair a toujours été un peu confronté à ça quand il a frappé la fin de la trentaine et le début de la quarantaine, on le considérait, il était là depuis tellement longtemps, qu'on considérait qu'il était fini. Et il a combattu ça tout au long de sa carrière. Mais ça demeure que c'est Ric Flair. Et il va toujours rebondir. Comme quand il tombe. Oui, mais trouver une situation où Ric Flair va se planter ou va tomber bas dans le booking. Ils l'ont enterré dans le désert à WCW. On s'en souvient pas vraiment, mais il est revenu de ça. Ouais. Moi, je m'en souviens. Ils l'ont mis à l'asile, puis il est revenu de ça. Ouais. Donc, il a acheté la WWF quand il est revenu.
puis il l'a perdu à Vince McMahon, puis il est revenu de ça. Il a perdu contre Undertaker à WrestleMania, puis il est revenu de ça. Il a perdu un match de retraite contre Shawn Michaels, puis il est revenu de ça. Peut-être juste avec TNA, que ses succès ont été moyens, mais d'ailleurs, il avait déjà pris sa première retraite. Là, on le fait revenir à la lutte dans cette situation-là. Puis là, on a tenté d'avoir AJ Styles en une espèce de mini Nature Boy. Ça a été... c'est ça. Mais le bout puis qu'on va mettre, là, moi, je suis toujours diverti quand je vois Jay Lethal imiter Ric Flair dans le ring, choqué. Quand il choquait, là, Ouais. que c'était du divertissement à l'état pur. Effectivement, et c'est beaucoup ce qui va permettre à Ric Flair d'aller au-delà de son âge avec le temps. C'est la personnalité, c'est comment il pouvait divertir les gens, puis comment qu'on sentait une connexion envers Ric Flair. C'est un peu ça, moi, que je trouve avec la dernière présence avec All Elite, puis d'ailleurs WWE. Ils l'ont pas montré tant que ça. Souvent, ils vont le montrer là, comme les autres légendes, assis aux premières loges. Là, je ne pense pas qu'on va le revoir avec Charlotte dans le coin de Charlotte, à moins d'un événement vraiment spécial, parce que c'est déjà assez compliqué d'avoir Charlotte soit en babyface, soit en heel, selon ce qu'ils veulent faire avec elle, à cause qu'elle a une espèce de réaction inverse que j'ai de la misère moi-même à m'expliquer parce qu'elle est quand même une des meilleures. On semble, à cause qu'elle s'appelle Flair, on semble dire qu'elle ne mérite pas sa place, alors que je trouve qu'elle a dépassé au-delà de toute attente son nom de famille. Mais bon, malheureusement, je suis toujours et demeure déçu beaucoup du fan de lutte moyen qui choisit sa lutteuse préférée sur qui il voudrait avoir dans son lit et pas nécessairement qui est la meilleure. Ça me choque toujours de voir comment les gens font leur sélection et comment ils ont pas de, de façon intègre de choisir qui est la meilleure, c'est toujours qui est la plus belle, ensuite qui est la meilleure. Ouais. Et ça me choque parce que s'ils appliqueraient la même logique parfois aux hommes, il y a des filles qui n'auraient pas la même popularité, là. Et il y a des filles qui ne méritent pas le rejet qu'ils reçoivent parce qu'ils n'ont pas justement le look que l'amateur masculin moyen recherche. Mais bon, ça, c'est besides the point. Je pense que t'es bon ou t'es pas bon. Moi, c'est ma philosophie, là. T'es bon ou t'es pas bon. T'es le premier, t'es le meilleur ou t'es pas le meilleur. Il n'y a pas, ah ben, hey, cute, là, ça, c'est la pire. C'est la pire excuse que je peux entendre. Parce que justement, ça vient comme, pour une fille, ça vient souvent effacer 2 ou 3 points négatifs. Et je trouve pas ça juste envers les autres lutteuses qui parfois travaillent ultra fort, mais qui n'ont pas nécessairement le look tant recherché. C'est pas tous les gars qui ressemblent à Roman Reigns. Hein. Ah, ben, parle pour mais toi. Mais ça change rien pour l'amateur moyen ou même pour l'amateur féminin qui regarde la lutte. Donc, en tout cas, sur ce, je suis pas d'accord avec la réaction de Charlotte Flair, mais sur ce. Juste te dire, quand tu parles de Roman Reigns, notre problème à toi et moi, c'est que nous, on porte des lunettes. Oui, non, c'est sûr que ça aide pas. Roman Reigns porte des verres de contact. Non, je fais des blagues. Mais moi, j'endure pas ça, des verres de contact, donc on fait ce qu'on peut. Ric Flair a eu une carrière, revenons à Ric Flair, une carrière incroyable, même avant de devenir la figure emblématique de Jim Crockett Promotion, puis de la NWA, qui se transforme en WCW avec le rachat par Ted Turner. Des rivalités qui remontent, puis là, je t'ai nommé Jack Mulligan ou McDaniels, mais il y a Roddy Piper aussi qui est relié directement à Ric Flair, qui va être sa première rivalité aussi à la WWE. Les deux sont de très grands amis de longue date. Ils ont même fait une émission de télé-réalité ensemble où ils échangeaient leurs femmes des années plus tard. Donc,
il va être associé au frère Anderson, qui était ses cousins. Il était considéré comme un cousin des Anderson, ce qui va créer les Four Horsemen. On n'a même pas parlé des Four Horsemen. C'est vrai. C'est cette époque-là là, où ce que ça va vraiment là, marquer là, de 86 à 93, là, puis même à son retour en 93, on le considère toujours comme un fini à la WCW parce qu'il y a un changement de management. C'est Bill Watts perd sa job. Et là, on veut se servir de Ric Flair pour mettre over les autres personnes. Puis là, c'est Sid Vicious qui se peut devenir le champion du monde. On a parlé dans 17 Sid. Et finalement, il y a cette bataille-là en Europe. Et qui on appelle à la rescousse pour venir sauver Ric Flair, qui va avoir un match incroyable avec Vader à Starrcade en 93 pour redevenir champion. Là, on parle de ces championnats. La gimmick est devenue 16-time World Champion. Mais si tu fais les recherches, c'est quelque part entre 17 et 25, selon ce que tu considères comme étant une victoire ou pas une victoire. Il y a des allers-retours avec Harley Race. Donc, c'est pas vrai, ça. Mais mettons que ça dépend toujours qu'est-ce que tu reconnais ou reconnais pas. Là. C'est comme Antonio Inoki qui a été champion de WWF puis qui l'a perdu contre Bob Backlund, qui était longtemps non reconnu, des fois reconnu. Il y a eu plusieurs situations comme ça avec le club. C'est de la lutte. Au final, ils se sont arrêtés dans la storyline à 16, probablement parce que justement les gars se rapprochaient de ce chiffre-là. Et là, on a Cena là, qui peut traverser ça. Donc, c'est toujours un peu ça demeure une histoire. Et l'histoire s'est arrêtée à 16. Mais c'est quand même pas rien. Là. Parce que c'est divisé entre justement la NWA, la WCW, la WWF. Donc, c'est pas rien parce que on dit toujours que c'est une décision du booking. Autant les décisions de booking lui ont fait mal, ces décisions-là lui ont fait un grand bien. Parce que quand tu décides d'aller avec quelqu'un comme champion, c'est parce qu'en principe, c'est parce que c'est ton joueur vedette, c'est ton joueur de premier plan, c'est ton joueur de premier trio si on veut prendre une chose sportive, ou c'est ton gagnant d'un Oscar si on veut prendre le cinéma en exemple. Donc, c'est quelqu'un sur qui tu peux te fier, puis qui livre la marchandise avec les fans, puis c'est souvent ça que tout promoteur recherche au final. Là, Nature Boy, ça vient de Nature Boy Buddy Roger. Il y a un principe là-dedans, Nature Boy, là, ça implique des goûts de naturiste. Donc, il y a toute une légende. S'il y aurait eu des téléphones cellulaires à l'époque, on aurait toutes sortes d'images un peu bizarres. Ric Flair, il ne sait pas se promener tout nu avec sa robe de chambre, dans les couloirs d'hôtel, dans les avions et autres endroits où on devrait, dans les bars et autres endroits où on ne devrait pas faire ça. Ça fait partie de sa légende. Il va même avoir une rivalité avec Nature Boy Buddy Rogers pour le nom. Justement là, dans Mid-Atlantic, là, un peu avant que Ric Flair explose sur la scène nationale. Et Ric Flair vivait sa gimmick tout le temps, comme on l'a dit. Il y a des histoires complètement folles de Ric Flair arrivait dans une ville, sa paye c'était 20 000. Il repartait à moins 10 000 de la ville parce que après le match, il partait sur le party, puis des fois, il dit j'oubliais mon suit, j'oubliais ma robe de chambre, j'oubliais mon portefeuille, mes bijoux. Puis c'est toutes des choses que j'ai jamais revues. D'ailleurs, il y a plein de robes de chambre qui ont sorti de nulle part dans le marché des collectionneurs, que Ric Flair a juste oublié à des endroits, puis où s'est fait voler, ou peu importe la raison, parce qu'il était trop sous pour s'apercevoir de qu'est-ce qui se passait. Donc, ça revient à notre problème d'argent qu'on raconte aussi. Il n'a jamais compté. Par contre, il n'a jamais été incapable de performer à cause de ça. Il y a aussi des histoires célèbres. Terry Taylor raconte dans un des DVD de WWE que lui il était super nerveux. Il venait lutter pour Bill Watts à la UWF ou Mid-South. Et c'était Terry Taylor contre Ric Flair. Terry Taylor était nerveux. C'était un gros match pour lui. Il voulait préparer le match. Ric Flair arrive genre... même pas 2 heures avant le match, en hangover total, effoiré sur le divan dans le vestiaire avec un café. Puis 30 minutes avant d'embarquer, il était comme back as Ric Flair, puis ils ont eu le match de la vie à Terry Taylor.
Wow. Donc, Ric Flair, ça fait partie de sa légende, toutes ces histoires-là, où il était surhumain. Puis que, tu sais, c'est un peu comme Guy Lafleur, là, tu sais, qu'on sait aujourd'hui, qui dominait son sport, mais que était sur le party aussi pas mal. Mais En même temps, je pense que c'est peut-être le meilleur exemple par rapport au sport entre Ric Flair et Guy Lafleur. C'est des gars de sensiblement la même époque où on découvrait le monde à vitesse grand V lorsqu'on devenait une vedette dans notre sport. Donc, c'est devenu cette légende, cette figure légendaire-là. Malheureusement, là, il n'a pas trouvé cette balance-là de fin de carrière. Il voudrait toujours être le Ric Flair de 35-45. Et il ne l'est plus depuis le belle lurette. Il n'y a aucun saut un peu bizarre de Who Energy puis de entrevues qui vont faire disparaître le fait que, bon, il perd ses cheveux, il n'a plus tout à fait de l'air de ce qu'il a de l'air. C'est sûr. Ses 76 ans. Ces entrevues sont plus tout à fait aussi ça coche qu'ils ont déjà été. Que même quand il essaie de faire un coup de coude à son jacket, c'est plus aussi palpitant que de voir un monsieur qui perd un peu la boule à la WCW qui fait la même chose, puis voir un monsieur de 70 ans aujourd'hui le faire. Fait que donc, il y a un peu de difficulté à cette transition-là dans son âge plus avancé. Ça l'impacte. Moi, j'ai été un grand fan de Ric Flair. Ça impacte ma vision de Ric Flair. Il y a des fois, c'est comme Rick, tu devrais donc rester chez vous. Là. Parce que tu nuis à ta légende, tu nuis à ton héritage, mais jusqu'à un certain point, c'est comme tout le reste dans sa carrière où il comptait pas son argent, puis qu'il dépensait, puis qu'il buvait, puis qu'il faisait toutes sortes de choses, qu'il courroyait les filles. C'est la suite. Il s'en foutait, ben là, il continue de s'en foutre aujourd'hui. Donc, ça fait ce que ça fait. Mais ça a un impact, je trouve, sur son héritage. Toi, tu vois le chronomètre, combien de temps qu'il nous reste? Il nous reste quelques minutes. J'ai pas de chronomètre. Non? OK. Rapidement, parce que je sais, tantôt, on a eu un avertissement. Quelqu'un qui veut lire un livre sur Ric Flair, lequel tu suggères? Ben, il y a 2 biographies, une de lui toute seule, une avec Charlotte. Les deux ont des bons points. La première a été retravaillée jusqu'à temps qu'il y ait un produit qui ressemble à Ric Flair. C'est correct comme livre. Le deuxième est bon aussi, mais c'est la moitié, c'est Charlotte également. Fait qu'il y a quand même toute la partie sur Reed, le frère direct de Charlotte qui est décédé, qui était le coloc de Rick. Ça, c'est un événement, peut-être que Rick ça n'est jamais vraiment remis. La culpabilité en lien avec le décès de son fils. Ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui, il n'est pas capable justement de passer à d'autres choses, qui est toujours là-dedans. Et ça, c'est discuté dans ce livre-là. Donc, ce livre-là est excellent. Écrit par mon ami Brian Shield. Sinon, il y a les DVD, les documentaires. Il y a un documentaire d'ESPN qui est excellent. Mais ça fait juste te démontrer, ce documentaire-là, justement, que Ric Flair va toujours rester Ric Flair. Richard Flair n'existe plus. Il s'en fout. He's gonna do that until he dies. Puis, that's it. C'est comme... Fait que le personnage est malheureusement très, très unidimensionnel. Et jusqu'à un certain point, c'est là que l'héritage vient d'être impacté, selon moi, c'est que ça devient un peu triste. Parce que t'as pas l'impression qu'il est heureux. T'as pas l'impression qu'il est heureux. L'impression qu'il fait juste surfer sa vie en Ric Flair. Ouch! Quelle fin d'entrevue, ça. C'est une phrase très lourde. Je garde ma question pour un prochain épisode lorsqu'on va parler des femmes influenceuses dans le monde de la lutte. Je voulais te poser la question c'est Mathieu Lavigne qui a amené ça la semaine passée. Flair, est-ce que dans 15 ans, on va se souvenir de Rick ou de Charlotte? Réponds pas. On répondra à ça une autre fois. C'est bon. Merci Bertrand Hébert de nous avoir amenés dans l'univers tourmenté de Ric Flair. Wouh! Wouh! Salut! Bye bye! Grâce à JMD Collection,
vous pourriez gagner un superbe encadrement du Roadrunner, Yvan Cournoyer. Une légende du Canadien de Montréal qui a remporté pas moins de 10 Coupes Stanley avec la Sainte Flanelle. Ce superbe item de collection autographié et authentifié pourrait être à toi lors du tirage qui aura lieu en avril prochain. 10 $ par participation. 100% des profits des ventes serviront à défrayer les dépenses de votre duo d'animateurs préférés pour le voyage à Rebellion de TNA, qui se tiendra en avril prochain à LA. Pour acheter ta participation, communique directement avec Marc Blondin ou Jean-Frédéric Clément. On apprend beaucoup de choses avec Bertrand Hébert à chaque fois qu'il est notre invité. Et j'avais mis un post encore sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, le groupe. Et il y a quelqu'un qui m'a parlé justement de Martin Godette. Ouais. C'est Godet, mais je pense qu'il s'appelle Godette. Il se prononce Godette. Ça se prononce Godette. En tout cas, whatever. Le gars du Caréron, qui est devenu mon nouvel ami. Et il connaît des choses sur Ric Flair. C'est à couper le souffle. Et on l'a eu en entrevue. Je vous le présente, celui qui dirige le Caréron, nul autre que Martin Godette. On le reçoit sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, pour la première fois. Martin Godette, comment vas-tu? Ben, moi, je me porte à ravir, Marc. C'est un honneur. Écoute, on ne se connaît pas personnellement. On en discutait hors micro, mais tu sais, moi, je te suis depuis très longtemps. Et j'ai les entrevues de la WWF à l'époque, la belle époque et tout ça. Fait que c'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui. Ben, tu es très, très gentil. Et de plus, tu nous parlais du podcast Le Caréron. Et là, en dedans de quelques semaines, je n'entends encore plus parler parce que j'ai eu Jean-Charles qui est venu faire un petit saut sur le podcast. Ben oui, nous autres, on l'appelle G-Central, mais ouais, JC, quel personnage coloré. Il nous a parlé de ça d'ailleurs dans le dernier épisode de la saison 8. Et oui, écoute, c'est... Moi, je dis toujours aux gens... J'en doute pas. Je dis toujours aux gens, faites votre coming out de fan de lutte. Pendant combien de fois tu te retrouves quelque part, tu dis j'ai hâte en fin de semaine ou le 1er mars, ça va être Elimination Chamber, puis tout ça. Ah ouais, t'écoutes ça toi avec? Hey, moi aussi, j'ai. Tu sais, il y a comme une espèce de. Puis moi, j'en appelle à ça. Je dis aux gens, regarde, la lutte, c'est quoi? Ben oui, c'est un spectacle, c'est gigantesque maintenant, tout ça, c'est fantastique. Mais il y a des histoires incroyables des personnes qui font partie de cette industrie-là. Puis moi, c'est une des choses qui m'interpelle le plus. Et c'est ce dans quoi j'essaie bien humblement de me spécialiser. Bon. Écoute, pourquoi... Oui, je sais que t'écoutes. Pourquoi on m'a dit de faire appel à toi pour parler de Ric Flair? Je te dirais que c'est très simple. C'est que, bon, évidemment, là, on a tous fait notre Mont Rushmore du top 4, et bon, puis ainsi de suite. C'est super subjectif. Mais moi, c'est depuis toujours, ma prétention, c'est de dire que, mettons, Marc, là, on est en business, nous deux, là. Okay? Puis, on crée une promotion de lutte, ce que tu fais déjà, là, mais hypothétiquement, on part de zéro, là. Puis tu as accès à peu près tout le monde qui est disponible pour faire pour avoir ton top guy. Là. Qui tu choisis? Ben moi, dans tous les scénarios, si j'ai à choisir une personne autour de qui je construirais ma promotion de lutte, je choisirais Ric Flair. Oui, je l'accorde, je le concède. La réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de l'époque, des territoires, puis ainsi de suite, par NWA, là. Mais mettons à l'époque tu sais, fait que il est encore d'actualité, Marc. Puis écoute, puis les territoires, ça fait longtemps que ça n'existe plus. Le kayfabe non plus. On est rendu que c'est plus de la lutte, c'est une plateforme de streaming. C'est encore Ric Flair. Et c'est pour ça que je m'intéresse à lui comme tellement de gens depuis aussi longtemps. Est-ce que, à part le fait de ce que tu viens de dire, si on partait ensemble une fédération, mais est-ce que tu es un fan de sa carrière, de
de son personnage. Bon, premièrement, le gars, c'est. Tu sais, là, je veux pas insulter personne, je veux pas que ce soit une comparaison douteuse, mais en partant, là, l'athlète est hallucinant. C'est le Guy Lafleur de la lutte. Là. Okay? Il sort jusqu'à 4 heures. Il sort jusqu'à 4 heures du matin, il se lève le lendemain à 6, il est au gym. Première affaire, gros smile, il rentre débonnaire au gym, puis il fait 500 free squats. That's it, là. Tu sais, tasse-toi. Le gars, c'est une machine. Ça, je ne le savais pas, je ne l'ai jamais vu comme ça. Fait que je suis content c'est une que t'en machine, parles. le gars. Okay. Bon, ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, on est à l'époque des territoires, là. Puis je suis pas en train de dire que les workers d'aujourd'hui, c'est pas difficile leur horaire. Au contraire, tu es très bien placé pour le savoir. Mais à l'époque des territoires, et particulièrement de la NWA, Ric Flair a la job de représenter la ceinture mondiale dans tous les territoires. Ouais. OK? Fait que c'est matin à Chicago, lendemain soir à Tampa, traverse au Japon, va faire une petite run All Japan, revient, vient faire un tour à... Tu sais, c'est débile. Là. Fait que t'as pas le choix d'être en forme démesurément. Je sais pas si tu écoutes le podcast d'habitude, mais je suis obligé de le dire. Débile comme les fruits, les légumes, le poisson. C'est correct. Bon, écoute. Fait que, il est capable de faire ça et par-dessus le marché, comme si c'était pas assez. Il fait des il fait des matchs en moyenne d'1 heure ou presque tout le temps. 45 minutes, 60 minutes. C'est très rare qu'il ne dépasse pas, qu'il reste dans le 30 minutes. Et il doit donner l'impression à toutes les personnes qui ont payé un ticket, à tous les soirs, que la personne avec qui il lutte a une chance. Et il réussit à chaque fois. Ouais. OK? Parallèlement à ça, écoute, tu parles de promo skills, tu parles de look. Est-ce que tu connais, nous autres au Coréron, Marc, là, je veux pas. On a le Bret Hart au meter. Bret Hart, en entrevue, a déjà dit c'était quoi les 3 critères sur lesquels il se basait pour déterminer de la valeur, ou en tout cas d'un lutteur. OK? Il y a le micro, il y a son look, puis il y a son ring rate. Il y a ses habiletés dans le ring. Fais-moi, dans cet ordre-là? Non, je pense pas qu'il y avait comme d'ordre nécessairement. C'est 0 à 10. Tu sais, Flair, il tape dans chaque, là. Oui, t'as raison. Tu peux pas me dire... Tu peux pas dire que Brett avait les compétences au micro de Rick, là. Oublie ça. Puis même Brett le dit, là. T'sais? Fait que Ric Flair coche toutes les catégories. Oui. Puis après ça, je t'ajoute à ça que le lifestyle, styling and profiling, là, c'est 24/7. On n'en verra plus des Ric Flair. Là. On n'en verra plus. Puis il est encore de même. OK, je concède, c'est pas un être humain parfait. Il y a eu des démêlés, il y a eu des déboires, c'est un womanizer, il y a eu toutes sortes d'affaires. Là, moi, je te parle de l'athlète puis du performeur, là. Mais tout va ensemble dans la légende. Ah, c'est fou. Tout ce qui est à l'extérieur, womanizer, tout le kit, oui, c'est ce qu'il fait dans le ring, ça crée une légende. T'sais? Ben écoute, puis ça crée une légende. Puis là, je t'ai même pas parlé de ses grandes prestations, là. La trilogie avec Steamboat en 89, c'est considéré comme par bien du monde, là, comme la plus grande trilogie de l'histoire de la lutte. Là. Ça n'a aucun sens. Chi-Town Rumble, Raging Cajun, puis le troisième, Music City Showdown. Ça, c'est de février à mai 89. Puis écoute, là, tu parles de Steamboat, on pourra en parler aussi, mais fait que ça a été le protagoniste de tellement de monde, tellement parfait. Il est bon heel, et puis tout le monde va dire que c'est plus facile d'être un heel qu'un face. Mais ça a été le top guy face aussi à WCW. Son arrivée à WWE, ils le mettent avec Perfect, avec Heenan. C'est juste légendaire. Le match WrestleMania 8 avec Macho Man. Son match son énième match d'adieu avec Shawn Michaels à Mania 24. Écoute, puis en plus, il a réussi à faire quelque chose. C'est qu'il fait partie maintenant de la fibre culture. Tu sais, tu regardes la NFL, les gars, ils se craignent dans leur cœur. Wouh! Le gars a été intégré
à la culture sportive. Puis, écoute, puis garde, là, comme si c'était pas assez, comme s'il te manquait une cerise sur le Sunday, ben, tu sais, sa fille, c'est la meilleure worker actuellement, puis depuis 10 ans, sur la scène mondiale, tu sais. Même ses gènes sont hot, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, malgré tout ce qu'on pourrait lui reprocher, les allégations, le plane ride from hell avec bon, regarde, il y a eu des épisodes de rage au volant aussi, des gamiqueries de partir des business avec un peu n'importe qui, des dettes ici, des dettes là. OK. Mais dans les rings, tu te trompes jamais. Tu sais, WrestleMania 18, Undertaker se fait demander avec qui tu veux travailler. Flair, là, il est dans cinquantaine, là. Avec qui tu veux travailler, puis il lance Rob Van Dam. Ah, moi, j'aurais payé pour voir ça, Van Dam, Taker, à Mania. Il dit Flair, je veux travailler avec Ric Flair. Puis Ric Flair, à cette époque-là, sa confiance est à 0, là. Elle est à moins 10. Là. OK. Hein, Taker veut travailler avec moi. Ça a donné un match absolument incroyable. Je revois encore le visage écarlate de Ric Flair. Il y a eu un botch au début, puis après ça, Undertaker l'a calmé dans le ring. Ah, tu veux-tu réessayer ça? Oui, OK, parfait, pouf. Puis là, ça a été une espèce de tremplin pour le retour. Après ça, tu as eu Evolution, tu as eu le match d'adieu. Bon, je passe sur son autre match d'adieu en 2022. Je passe un peu sur son épisode très respectueusement, là, mais à TNA. Tu sais, c'était pour un paycheck, c'est pas pareil, mais quelle carrière, quel phénomène. Puis là, attends, en 76, l'accident d'avion, il n'est même pas supposé marcher, ce gars-là. Il n'est même pas supposé marcher. Ça n'a même pas pris 1 an avant qu'il revienne. C'était un powerlifter, il pesait 300 livres, il a perdu 80 livres à peu près avec toute cette mésaventure-là. Et là est apparu Nature Boy. Parce que lui, c'était une espèce d'émule de Dusty Rhodes. Tu sais, puis Dusty Rhodes, c'était son idole. Il voulait s'appeler Rambling Ricky Rhodes, je pense. Puis Dusty Rhodes lui avait fait le conseil, pourquoi tu ne deviens pas le premier Ric Flair à la place? Puis écoute, tu sais, lui, il se promenait, le tie-dye, il avait une espèce de look bizarre. Il avait l'air de se chercher des lunettes fumées rondes avec un truc tie-dye à la superstar Billy Graham. Ouais. Puis là, ben, il est revenu. Puis là, ben, il y a le fameux programme avec... ben, il a commencé au Minnesota, c'est d'où il est originaire. Je sais que tu as fait l'historique avec Bertrand, mais Wahoo McDaniel, il dit viens-t'en à NWA, c'est là que ça se passe. On s'en va en Caroline. Puis à partir de là, ben, ça a été le programme avec Dusty Rhodes, le programme avec Harley Race, le programme avec Steamboat, son arrivée à WWE, le retour. Jim Herd qui dit non, Rick, ça marche plus, Ric Flair, t'es trop vieux, puis tout, on va faire un nouveau personnage avec toi, tu vas te couper les cheveux, puis on va t'appeler Spartacus. Ouais, on en a parlé. Ouais. Non, c'est ça. Fait que, écoute, il coche toutes les cases, il fait partie de la fibre culturelle sportive américaine. C'est une machine de guerre dans les rings. OK, son match, son style, c'est pas mal toujours le même match, mais rappelle-toi, c'est une autre époque, là. T'sais, tout le monde ne voit pas tous les matchs à tous les soirs comme c'est aujourd'hui. Là. Exact. Quand il s'en va dans l'Ouest, ben, au Minnesota, il ne voit pas ce match-là. Fait que, ses spots puis son affaire du troisième câble, son flip du troisième câble. Puis quand il tombe. ouais, c'est ça. Tu sais, c'était rendu un gag. Là. Jerry, là, à WWE, dans le début des années 2000, Jerry Lawler disait « Non, Rick, fais pas ça, ça marche jamais. » Mais c'est ça. Puis, écoute, tu te rappelles du Rumble 92? Oui, qui est encore parler, en tout cas. Ouais. Ben, qui est encore, à mon sens, le meilleur. Pour beaucoup de monde. Ouais, un des meilleurs. Il arrive troisième. Tout le monde fait l'erreur de penser qu'il était premier ou deuxième. Non, il est arrivé troisième. Puis il s'est rendu coast to coast. Sid Vicious, Hulk Hogan par-dessus la troisième corde. Non, écoute, tout est débonnaire, tout est extravagant avec Ric Flair. Ses promos, styling, profiling, kiss dealing, wheeling dealing, limousine riding. Tu sais, ça fait partie de la culture maintenant. Puis, écoute, il est à quoi? 76, là, je pense? La semaine passée.
C'est ça, puis, tu sais, je dis ça plein d'affection. Il était encore fatigant, tu sais. Je suis sûr que je le suis pas, moi, une journée, là, tu sais. Ouais. Fait que quel personnage, quel worker, quel athlète. Il y avait 74, puis il a fait un deadlift sur Internet, je pense, de 400 livres, là. Puis il a failli mourir. Je t'ai même pas parlé de son épisode de santé qui était sûr. Écoute, les probabilités qu'il passe à travers, c'était genre des single digits. C'est comme 10, maximum 10 %. Il passait à travers de ça. On le voyait diminuer, tout maigre, faire des promos de l'hôpital. Il avait de la misère à parler. Puis regarde, il est revenu. Il est allé à AEW. Je ne serais pas surpris qu'on le revoie à AEW. Il est deux fois Hall of Fame de la WWE. Il est dans tous les Hall of Fame, Cauliflower Alley, NWA, tout ça. Fait que, tu sais, des lutteurs comme ça, on n'en verra plus. Les workers d'aujourd'hui, c'est des athlètes extraordinaires, c'est des acrobates, c'est des influenceurs, c'est les réseaux sociaux, tout ça. Ric Flair, lui, il finissait un match, il embarquait dans son char, il chauffait pendant 8 heures, il arrivait. Ben non, c'est pas vrai. Jim Crockett, il passait tout le temps son avion, mais tu sais, je pense pas que les workers d'aujourd'hui, sauf leur respect, je pense pas que les workers d'aujourd'hui serait capable de soutenir une cadence comme Ric Flair l'a soutenu. Toujours au top. Là. Toujours au top. Là. Fait que quelle machine et quelle... Il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en aura pas d'autres. Je veux remercier ceux qui m'ont suggéré de communiquer avec toi sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Belle découverte pour moi. Bien aimé cette entrevue, Martin. T'en parles solidement. Puis c'est comme j'ai dit à Jean-Charles, c'est sûr que je trouve du temps pour aller écouter votre Carréron et si à un moment donné vous avez le goût c'est réglé, ça. Un petit coucou, je vais y aller. Ça va me faire plaisir. C'est réglé, ça. JC, t'as étendu l'invitation et écoute, tu vas être un chouchou, c'est sûr. Quand vous voulez, ça va me faire plaisir. Puis un gros merci. Puis un gros merci à Ric Flair de nous avoir fait vivre et de continuer parce qu'il n'est pas mort. Puis ça vous en dit. On fait souvent des podcasts sur des gars qui viennent de mourir. Tu sais, Sid Vicious, on le fait, puis c'est un peu normal. Mais là, quand j'ai vu ça, 76 ans, je pense le 25 février, nous, on est diffusé après. Je me suis dit, tabarouette, il est encore là, puis je regarde mes petites figurines, puis tout ça, je disais, il faut en parler. Je peux pas concevoir, là, je veux pas faire trop de temps non plus, mais je peux pas concevoir que Triple H ne le ramènera pas dans l'écosystème de la WWE là, éventuellement, parce que, écoute, ils ont été super proches. Tu te rappelles de la faction Evolution là, avec Batista, Randy Orton, Triple H, qui était un peu une espèce de... Comment dire? C'était les Four Horsemen. Je t'ai même pas parlé des Horsemen en plus. Il a fait partie de la plus grande faction de l'histoire de la lutte, tant qu'à moi. Oui, NWO, ben oui. Il n'y aurait pas eu d'NWO sans les Horsemen. Puis, tu sais, Evolution, c'était un peu la version moderne des Horsemen. Puis, mais écoute, là, ça serait un with a bow on top, là, ça serait une belle finale, je pense, qui revienne à la maison. Sur le Sunday. Voilà, exactement. Mais ça serait une belle conclusion, je pense, puis sans lui souhaiter de malheur, là, mais ça serait une bonne affaire. En plus, Charlotte est revenue, elle va main eventer, elle va faire partie des 4 gros matchs de Mania. Je ne serais pas surpris qu'on le voit là. Martin, un gros merci, puis au plaisir de se reparler, de se croiser. Quand tu veux. Votre duo d'animateurs préférés aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. Alors, nos deux invités cette semaine nous ont donné énormément de détails et d'anecdotes sur le Nature Boy Ric Flair. Ouais. La question que moi je me pose dans
dans 10, 15 ans, le nom de Flair, est-ce que ce sera plus Ric Flair ou ce sera Charlotte Flair que les gens vont se souvenir? Elle est extraordinaire, Charlotte Flair, mais on ne peut pas effacer jamais ce que Ric Flair a fait. Il est encore dans le monde de la lutte à 76 ans et passé à travers les époques. Un personnage qui m'a inspiré dans ma lutte, qui en a inspiré plusieurs dans le ring, à l'extérieur du ring, après les soirées de lutte. Il y avait toute cette aura-là, Ric Flair, qui était avec lui. Et toi, Marc, je sais que tu en as déjà parlé sur un podcast précédent il y a très longtemps. Quelle était ta relation avec Ric Flair? Mais avant, tu m'as pas. Oui. Tu as mis le clin d'œil dans l'entrevue avec Bertrand Hébert lorsqu'on parlait des chops et qu'on a mis la vidéo à Wallinac où tu m'as donné ce fameux chop, hein, petit clin d'œil. C'est une de mes bonnes en carrière, ça, ce chop-là, quand même. En plus, tu avais ton T-shirt, ça a claqué pas pire. On a fait un bon show cette journée-là pour les gens de Wallinac. Oui. Ben moi, c'est toujours la même chose. C'est quand j'étais, je pense que c'était à la WCW, mais probablement aussi à TNA. Chaque fois, je lui demandais pour faire une entrevue. Et ça, quand chaque fois, là, c'est arrivé au moins 10 fois, c'est pas plus. Elle disait « Yes, yes, I'm coming. Yes, I'm coming. » Jamais. Puis il partait à rire. Il n'a pas été fin avec moi. Il m'a niaisé pendant des années. Donc, j'ai jamais fait d'entrevue avec. J'ai jamais jasé avec. Mais j'ai quand même jamais pris une bière avec. Jamais pris une bière avec. J'ai probablement pris une bière à quelque part où il était, mais c'est pas assez. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, puis j'en ai déjà parlé, c'est quand Jay Lethal l'imitait. Et j'ai demandé à David Jouan de nous mettre un extrait que voici de cet épisode alors que Ric Flair est dans le ring et que Jay Lethal arrive et il l'imite. Ce qui est fou toujours drôle, hein? Ouais, mais ce qui est fou de ce segment-là, c'est que c'était pas planifié. Jay Lethal le raconte en entrevue en disant « Je suis allé voir Rick avant le segment. Il dit « Qu'est-ce qu'on va faire? » Puis il dit « On verra. » Puis ça a été organique. Ils se sont mis à faire des woos, chacun à leur bar. Puis c'est un moment classique de TNA. Toi, Ric Flair, ça te dit quoi, Handsome? Je sais que tu aimerais ça l'affronter dans un Simmania, mais... Oui, j'aimerais ça. Moi, Ric Flair, c'est le plus grand champion. Il amenait tout. Il y avait son entrée, son costume, sa musique, sa présence dans le ring. Ce qui amenait son côté playboy. Après les matchs, il sortait, faisait le party, se couchait tard. En gimmick 24 sur 24. Ouais, tu sais, il y a eu des époques où j'étais le Ric Flair des pauvres, là, parce qu'on sortait, on luttait, on sortait, on se couchait tard, on se levait de bonne heure le matin, on allait au gym, on recommençait ça. Lui, il a fait ça pendant 50 ans de sa vie. Moi, je n'ai pas fait ça longtemps, puis je pense que moi, je serais mort, puis lui, il est encore en vie. Donc, ça a été une inspiration pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de lutteurs. Puis, c'était triste de le voir dans les dernières années, quand il a fait son final match. Ouais. C'était triste de le voir dans le ring. Mais il quand il a même perdu connaissance dans ce match. C'est ce qu'il a dit. Pendant le ring, une chance, c'était un match par équipe qui a perdu connaissance, mais carrière extraordinaire. Les classiques contre Ricky Steamboat, ses matchs contre Dusty Rhodes, les Four Horsemen. Ça, c'est l'époque du WCW, c'était extraordinaire. Donc, carrière incroyable. C'était le fun de faire un podcast sur Ric Flair cette semaine. Parlant de podcast, qu'est-ce qu'on a au podcast la semaine prochaine, partner? Celui-là, j'ai hâte. J'ai hâte parce que vous le savez, ça me titille des fois les termes anglais. Pourtant, je ne suis pas tant que ça, mais je ne comprends pas pourquoi dans des villages lointains qu'on utilise des termes anglais pour qualifier un spectacle de lutte. Donc, j'ai Kevin Raphaël, j'ai Jeff Rassett, j'ai le gars qui a parti ça, Jonathan Deroy, qui a un peu parti la controverse. C'est controversé, il y a, mais moi, je trouve que c'était un bon moment pour y penser. Je trouve que c'est plus un constat puis une discussion qu'une controverse. Alors, plein de monde ça va être intéressant pour nous parler de ça pour le numéro 208 qui sera Dans le fond, c'est la fin de 4 fois 52 qui fait 208. Donc, la semaine prochaine... La fin de la 4e année. On entend la 5e année. Oui, exactement. Fait qu'on peut aussi bien garder l'intro pour la fin du show de la semaine prochaine, vu que la semaine prochaine, c'est la fin de la 4e année. Effectivement. Bravo, Marc. C'est ça. Change les... C'est moi qui mène ici. Ben oui, c'est toi le boss. Et Marc, de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures?
même si vous n'avez pas vu David Jouan traire un bœuf, je vous dis quand même, soyez-y, mesdames, messieurs!